Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir Jean-Louis Bruno, cet archéologue, chercheur au CNRS, nous livre la première biographie de Vercingétorix aux éditions Gallimard. C'est passionnant et on va tenter de répondre à cette question. Qui était vraiment Vercingétorix, David ? Si vous lisez, vous saurez, elle est doublement passionnante. La première, c'est de voir comment travaille l'archéologue sur la base d'informations qui sont très rares. Vous avez sur Vercingétorix le texte de César, la guerre des Gaules, et puis vous avez des fouilles archéologiques. Et puis la deuxième chose, c'est que Vercingétorix est enfermé dans des rôles qu'on lui a fait jouer plus tard, beaucoup plus tard, des siècles plus tard, et Jean-Louis Bruno le sort de ces rôles. Mais ma première curiosité, c'est pourquoi c'est la première biographie consacrée à Vercingétorix. Pourquoi il n'y en a pas eu avant, alors qu'on nous en parle beaucoup et depuis longtemps? Tout simplement parce que Vercingétorix, comme tous les Gaulois, n'a pas vraiment intéressé les Français. C'est-à-dire qu'on a fait jouer des rôles aux Gaulois, mais on ne s'est pas vraiment intéressé à eux. D'ailleurs, on s'est intéressé très très tard à eux. C'est à partir de la Révolution française qu'on s'est intéressé aux Gaulois. C'est-à-dire qu'il faut attendre la BCIS qui réclame les Gaulois comme ancêtres du tiers-État, du peuple en quelque sorte, pour qu'enfin on s'intéresse aux Gaulois. Mais auparavant, on ne s'était jamais intéressé à eux. Et en même temps, c'est incroyable parce qu'à la fin du 19e siècle, il devient à la mode, il devient une icône nationaliste, de résistance, d'affirmation de l'identité nationale française, manipulée dans tous les sens par des politiciens. Mais quand même, en un siècle, depuis la fin du 19e, pas de confrères, de collègues qui écrivent sur Vercingétorix. Non, parce qu'il a subi aussi, là, encore une fois, comme les Gaulois, les querelles du nationalisme, donc les deux guerres mondiales, même la guerre de 70 qui était empreinte de nationalisme. Et donc, on l'a rejeté en quelque sorte. Mais ça paraît incroyable parce que, j'allais vous dire, en bon sens habituel et en bon gaulois, Vercingétorix, c'est Jeanne d'Arc avant Jeanne d'Arc. Enfin, il fait partie des personnes dont nous avons tous entendu parler dès notre enfance. C'est une figure emblématique. Mais elle a été ignorée. Oui, tout à fait. Oui. Et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le rejet était encore plus fort. Donc, on a vraiment rejeté les Gaulois et on a fait intervenir les Celtes. Et donc, les Gaulois ont été mêlés dans l'ensemble très complexe de ces Celtes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le seul et le premier biographe de Vercingétorix, c'est César. Alors, il y a un biais, parce que donc César, son vainqueur. C'est son vainqueur. Il écrit la guerre des Gaules, il l'a vaincu, et il va façonner la figure de Vercingétorix jusqu'il faut pour avoir face à lui un héros, un type costaud, mais pas trop fort, puisque c'est César qui gagne. Alors, est-ce que César a dit faux? Est-ce qu'il a dit vrai? Qu'est-ce qu'on doit prendre chez César? Voilà. Non, César ne dit jamais totalement faux, puisqu'il était entouré d'hommes politiques romains, donc les militaires comme lui, qui l'accompagnaient et qui étaient ses ennemis, donc il ne pouvait pas dire des choses totalement fausses. Mais il jouait beaucoup sur la chronologie, il a beaucoup publié des événements, donc c'est plutôt dans ses silences qu'il ment. Et c'est justement là qu'il faut interpréter, là qu'il faut lire entre les lignes. Et ça, c'est votre travail. C'est mon travail. Et c'est comme ça que vous reconstituez le personnage absolument, auquel on s'intéresse ce soir. Voilà, mais pas seulement avec César. Il y a d'autres auteurs. Cicéron, par exemple, qui a vécu la même histoire, donc qui ne parle pas directement de Vercingétorix, mais on comprend un petit peu ce qui se passe à Rome, notamment. Et puis, il y a d'autres auteurs, notamment un historien grec qui s'appelle Dion Cassius, qui nous donne une autre version totalement différente de celle de César. Alors, Vercingétorix, c'est d'abord une image que nous aimons beaucoup en France, celle du vaincu glorieux. Même en déposant les armes au pied de César, il le regarde de haut. C'est en tout cas l'idée que nous conservons de lui. Et des idées fausses sur Vercingétorix, il y en a beaucoup. Yannick Mahé. Pas de casque à ailettes, pas de moustache. Voici le vrai visage de Vercingétorix sur une pièce de monnaie arverne. Et il est glabre. Bien loin du guerrier à crinière et moustache que le 19e siècle va inventer, un héros au service du roman national. 1870, la France a perdu sa guerre contre l'Allemagne. Elle rend les armes. L'envahisseur est autant Jules César que son double prussien Bismarck, qui a volé l'Alsace-Lorraine. Le mythe du Gaulois résistant est né. Il va traverser les différentes républiques. Le plateau de Gergovie, là-bas il y a quelques siècles, un rebelle gaulois infligea une défaite magistrale à Jules César, qui était pourtant le favori des sondages. Gergovie, c'est la victoire, alors qu'Alésia connaît pas. Pour faire oublier la défaite aux Français,
Vercingétorix va devenir la potion magique de certaines époques politiques. Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Pour Vichy, la défaite de la Seconde Guerre mondiale est comme celle des Gaulois. Si les Français sont vaincus, c'est pour leur bien. Voilà le paradoxe Vercingétorix, celui du glorieux vaincu. Depuis plus d'un siècle, le chef gaulois dépose les armes, mais domine César. Sa défaite est magnifique, car elle prépare les futures victoires. Alors après la propagande de Poutine, on voit qu'il y a la propagande aussi des Romains et des Français quand ils ont envie de parler d'eux ou d'utiliser ce personnage pour lui faire raconter une histoire. Oui, mais ça a été difficile, on le voit avec Pétain. Il a eu beaucoup de mal à utiliser Vercingétorix, si ce n'est pour se servir de l'exemple finalement de la reddition des Gaulois devant les Romains, donc qui rappelait celle des Français devant les Allemands, quoi. Mais la récupération du personnage s'est arrêtée là. Mais alors, qui c'était? Ben oui. Comment on sait qu'il était glabre? Comment on sait ce qu'il mangeait? Comment il s'habillait? Comment vous savez qu'il était sportif? Comment vous savez qu'il avait une excellente éducation? Oui. Cette avalanche de détails ignorée par tous ceux qui l'ont déformé, martyrisé et pas encore libéré. Parce que d'une part, il faut lire les textes, ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été mal fait. Et puis d'autre part, depuis à peu près 40 ou 50 ans, l'archéologie a fait des progrès absolument remarquables dans le monde gaulois. Et maintenant, on connaît même mieux le monde gaulois que le monde mérovingien. Donc on connaît mieux la vie quotidienne des Gaulois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à Astérix? Peut-être, mais il y a eu beaucoup de fouilles, il y a eu beaucoup de chercheurs, mes collègues qui ont beaucoup fouillé, et les chercheurs français ont fait des découvertes vraiment marquantes dans tous ces domaines. Alors si on devait vous demander de faire un portrait, cette fois-ci objectif, instruit, historique, en dehors de toute idéologie récupératrice, de Vercingétorix, physiquement, intellectuellement et stratégiquement. Allez. Physiquement, il était grand, ça, il y a plusieurs auteurs qui le disent. Il était glabre, comme le montre sa monnaie, parce que sa monnaie, c'est vraiment son portrait. Et on sait que les nobles, à cette époque-là, se rasaient, ce qui n'était pas une mince affaire dans l'Antiquité. Donc, il passait beaucoup de temps à se raser, comme les Romains d'ailleurs. Il était très très bien éduqué, parce qu'on sait qu'il a suivi l'éducation des druides, qui étaient les pédagogues de cette époque. Donc, il a peut-être même suivi l'enseignement de philosophes à Marseille, puisque les nobles gaulois allaient dans les écoles de Marseille, les écoles de philosophie et de rhétorique, donc il y avait un très haut niveau de culture. Et comme son ennemi César, il a eu une éducation guerrière, une éducation physique, même athlétique. Donc on lui a appris à monter à cheval, à nager, à courir, tout, quoi. Et on dirait que vous nous décrivez un jeune noble britannique qui a fait des grandes écoles. Oxford. Il était chez les druides. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Quel est son héritage? Parce qu'on ne va pas aller piocher l'héritage de Vercingétorix uniquement dans les albums d'Astérix, dans lesquels il n'y a pas que des erreurs d'ailleurs sur cette époque-là. Mais quel est l'héritage de Vercingétorix? Si on devait s'enorgueillir de ce qu'il a été, qu'est-ce qu'on garde de lui? Donnez-nous de bonnes raisons d'être à fond derrière Vercingétorix. Ce que je pense montrer dans mon ouvrage, c'est que c'est un homme politique de grande envergure, et surtout que la Gaule les Gaulois étaient des hommes très politiques. Ils passaient leur temps dans la politique. D'ailleurs, César lui-même le reconnaissait. Il disait « je préfère être le premier en Gaule dans un petit village où on se battait pour la politique que deuxième à Rome ». Il y avait une vie politique absolument intense. Et donc, Vercingétorix est vraiment à la fois un grand stratège militaire et aussi un grand stratège politique, puisqu'il réussit à rassembler des gens qui sont quand même assez divisés, qui ont des orientations politiques et économiques totalement différentes. Il y a une femme? Ça, on ne sait pas. Et je ne sais pas s'il a eu beaucoup le temps de s'en occuper, parce qu'il était quand même assez jeune et il a eu une activité trépidante en quelques années. Ça n'empêche pas d'avoir une activité sentimentale et sexuelle. Je ne peux pas vous répondre. Oui, d'accord, ça mais c'est bien. Est-ce qu'il a été un chef de guerre, effectivement? Ah oui, chef de guerre, oui, absolument. Et à la différence de César, qui était un petit peu condamné par le système militaire romain, avec les légions qui étaient assez lourdes, Vercingétorix fait vraiment preuve de stratégie. Suivi par une majorité de Gaulois ou uniquement par César Verne? Ah non, par une majorité de Gaulois, et notamment à l'époque d'Alésia, c'est pratiquement les 2/3 des peuples gaulois qui le suivent. Et il réussit à monter une armée de 300 000 hommes en 3 semaines, ce qui serait absolument impossible actuellement. Et seul Napoléon a pu faire ça.
Parce qu'on n'a pas vu d'armée en France de 300 000 hommes avant Napoléon Ier. Et ben voilà, grâce à vous, on apprend énormément de choses sur Vercingétorix. Merci beaucoup Jean-Louis Bruno. Votre biographie de Vercingétorix vient de paraître chez Gallimard. Vous restez avec nous, on va s'intéresser à la météo avec Camille.